Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur cette matinale dédiée à la santé mentale animée et proposée par Aesio Mutuel. Je vous remercie de vous être connectés. Je vous propose d'attendre encore quelques petites secondes pour que les derniers inscrits puissent se connecter et puis on pourra directement commencer notre présentation. Allez, je vous propose de commencer puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Bienvenue donc sur cette matinale dédiée à la santé mentale. Je suis aujourd'hui accompagné de Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Antoine. Avant de commencer sur notre sujet du jour, je vous propose un rappel des règles de fonctionnement du webinaire. Donc nous sommes ensemble pour environ 1 heure, donc jusqu'à 10 heures à peu près. Vous aurez accès au replay et à la présentation à l'issue donc du webinaire. Pour pouvoir interagir, poser vos questions et réagir, vous avez un onglet en bas à droite de votre écran qui s'appelle Questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir justement poser vos différentes questions à Juliette ou à moi et qu'on puisse vous y répondre. Vous serez également amené à participer pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à écrire vos messages pour que l'on puisse justement avoir vos différents retours sur ce sujet de la santé mentale. Alors, un petit mot tout d'abord sur Aesio Mutuel. Aesio est une mutuelle donc qui protège 2,5 millions de Français grâce à différentes solutions adaptées à tous les moments de la vie, que ce soit couverture santé, prévoyance, épargne retraite ou l'IARD, c'est-à-dire l'assurance de biens. Nous sommes la 3e mutuelle spécialisée en France en protection de personnes et, chose importante, nous avons une forte proximité puisque nous avons un maillage territorial très important au travers de notre réseau de 260 agences réparties sur l'ensemble du territoire national. Alors, pour la petite histoire, Aesio Mutuel, qui a été créé il y a maintenant 4 ans environ, fait partie d'un groupe, AEMA Group, avec donc la Massif, Abeille Assurance et Ophi Invest. L'objectif de ce groupe, c'est de pouvoir apporter des réponses éclairées, constructives et humaines face aux grands enjeux de protection liés aux transitions actuelles, au travers notamment d'un réseau multimarque et multimétier. À Aesio Mutuel, donc comme je le disais tout à l'heure, nous proposons des solutions globales d'assurance et de services, au travers notamment de notre activité première d'assureur. Mais nous sommes également distributeurs, donc nous distribuons les produits d'assurance et nous sommes gestionnaires puisque nous assumons tous les actes de gestion d'un contrat ainsi que la relation adhérent. Nous nous adressons à l'ensemble des cibles, du particulier jusqu'à l'entreprise en passant par les fonctionnaires, les courtiers, les professionnels indépendants, au travers notamment d'offres personnalisées, d'assurance de personnes, de dommages, des solutions d'épargne et de solutions pour les professionnels indépendants. Un mot très rapide sur la Fondation Aesio, qui œuvre autour de 3 grandes thématiques, la santé et l'environnement, la santé au féminin et le bien vieillir. Et notamment, la Fondation Aesio a, depuis 2021, agi sur la thématique de la santé mentale en soutenant notamment des initiatives pour les accompagner dans le développement de leur activité. Ça fait donc le lien avec notre thématique du jour et notre engagement en matière de prévention, puisque chez Aesio Mutuel, nous sommes donnés comme mission d'accompagner les adhérents à chaque étape de leur vie, en les aidant à prendre soin d'eux aujourd'hui pour préserver leur santé de demain. Donc cet engagement, il se traduit par la création de notre service de prévention Prév Aesio. Ce service œuvre sur 2 grands enjeux, un enjeu de santé publique et un enjeu de santé au travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter Prév Aesio, donc pour les entreprises. Notre service Prév Aesio se structure autour de 3 grands enjeux de santé au travail. Un premier enjeu qui est la mise en conformité avec les obligations légales de l'employeur. Donc, comment est-ce que l'on peut accompagner les décideurs et les référents prévention dans la mise en conformité avec une réglementation qui évolue constamment, notamment au travers du document unique d'évaluation des risques professionnels, de la mise en œuvre du passeport de prévention, des formations obligatoires.
Deuxième enjeu, c'est la limitation à l'exposition aux risques professionnels. Donc tout ce qui peut tourner par exemple autour de la prévention des troubles musculo-squelettiques, des risques psychosociaux par exemple, mais bien d'autres. Et troisième enjeu, c'est la santé et le bien-être des salariés. Et donc pour répondre à ces enjeux, nous avons créé une offre à 3 niveaux qui sont complémentaires mais également indépendants. Premier niveau, c'est un accès tout d'abord à la communauté des référents prévention. Donc cette communauté, je vous en parlerai un petit peu après, mais l'objectif c'était de réunir les acteurs de la prévention qui œuvrent au sein de nos entreprises adhérentes pour les soutenir dans leur mission, en leur donnant accès donc à différentes ressources. Dans ce niveau en inclusion également, vous allez avoir accès à l'offre de Prévaesio pour les adhérents, c'est-à-dire une programmation de web ateliers, de web conférences, d'ateliers en agence et de dépistage qui sont accessibles à l'ensemble de nos adhérents. Un niveau clé en main, donc, qui est une proposition d'atelier de sensibilisation autour des 5 risques et enjeux principaux autour desquels on a été les plus sollicités dans le cadre de notre service de prévention. Donc, vous allez pouvoir retrouver des ateliers autour des troubles musculo-squelettiques, du stress, des gestes qui sauvent, de l'alimentation et du sommeil. Et un troisième niveau d'accompagnement qui est la mise à disposition de notre équipe de chargés de prévention, une équipe dédiée pour accompagner les décideurs et les référents prévention dans toute la méthodologie de projet, donc du diagnostic jusqu'à l'évaluation, dans l'objectif de proposer des dispositifs de prévention qui sont adaptés aux besoins et aux problématiques des entreprises. Alors, cette matinale et le webinaire d'aujourd'hui va être mis en œuvre notamment au travers de la communauté des référents prévention. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. L'objectif de cette communauté, c'est d'apporter des ressources aux référents prévention et aux décideurs. Donc, nous proposons au travers de cette communauté un cycle de matinale dont l'objectif est de proposer des rendez-vous réguliers à nos référents prévention, mais également aux entreprises qui y participent, des rendez-vous réguliers pour aborder des sujets en lien avec la santé au travail. Ces rendez-vous sont animés par des experts de la prévention santé au travail en entreprise. Et bien évidemment, dans l'objectif de les accompagner, de vous accompagner dans vos missions de préventeur en vous donnant accès notamment à des outils pour piloter plus efficacement la démarche de prévention. Notre thématique du jour, la santé mentale en entreprise, vient s'inscrire dans une démarche globale de la part d'Aesio Mutuel, puisqu'elle tient sa genèse déjà depuis l'année 2024, dans laquelle nous avions animé un atelier d'échange sur la santé mentale et la santé des femmes. En 2025, nous avons décidé d'aller encore plus loin avec la santé mentale, puisque elle a été nommée grande cause nationale de l'année 2025. Donc aujourd'hui, nous menons un webinaire sur la santé mentale en entreprise, comment la prévenir. Vous avez également un atelier d'échange qui est adressé donc à nos entreprises adhérentes et référents prévention autour du sujet de la formation PSSM et notamment comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans un plan de prévention plus global. Et les référents prévention recevront également une newsletter dédiée à la santé mentale dans les semaines à venir. Voilà pour la contextualisation. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Juliette qui va pouvoir justement vous apporter de nombreuses informations sur ce sujet de la santé mentale. N'hésitez pas encore une fois à réagir, interagir via l'onglet questions. On se fera un plaisir de pouvoir y répondre et je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Merci Antoine et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Juliette Gentil, je suis psychologue du travail, consultante au sein du cabinet Sémaphore et je suis également secouriste en santé mentale. Alors, donc Sémaphore, c'est un cabinet de conseil et c'est un cabinet qui va accompagner les entreprises sur différentes thématiques autour de la structuration des actions RH, autour du recrutement des nouveaux talents, de l'amélioration de l'efficacité collective et qui va aussi accompagner sur le volet favoriser l'évolution professionnelle. Donc ce matin, nos 3 objectifs, ça va être d'une part de faire un point sur les représentations que vous avez autour de ce thème qui est la santé mentale. Ensuite, je vous donnerai des éléments de définition, voilà, pour qu'on parle tous de la même chose.
Après, on verra quand et comment agir. Et enfin, on sera amené à discuter de vos retours d'expérience, donc pour ceux qui souhaiteraient partager des expériences vécues. Voilà. Donc, définir la santé mentale. Je vais vous inviter à scanner le QR code que vous allez retrouver sur l'écran, ou bien sinon, vous pouvez taper wooklab.com et saisir le code de l'événement CTJ-CQR. Donc, l'objectif là, donc on va aller sur Wooklab et je vais vous questionner. Vous allez être amené dès maintenant à participer. Et je vais vous questionner sur les représentations que vous faites de la santé mentale. Donc, n'hésitez pas à scanner. Et on se retrouve sur le Wooklab. Donc, là, vous allez normalement avoir une page qui apparaît et on vous propose de voter. Donc, définissez la santé mentale en 2 mots. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de santé mentale? Il y a beaucoup de termes autour du mal-être, de l'épuisement. C'est bien quand même de noter que ça peut être aussi vu sous le versant positif, puisqu'il y en a qui marquent bien-être, équilibre. Donc souffrance, RPS, problème sociétal important, burn-out, détresse, fatigue. Obligation professionnelle. Bon, c'est pas mal. On est sur des grands thèmes. Là, vous avez une perception très globale de la santé mentale. Personne, ressenti, souffrance. Sérénité. Et quand on est en bonne santé mentale, normalement, on est serein. Détresse, fatigue. Bon, globalement, on retrouve toujours un petit peu la même chose. Hein. Donc, tout ce qui est burn-out, dépression, les RPS, le mal-être. Ok. Bon. Alors, je vous laisse revenir sur la présentation. Donc, la santé mentale, de quoi on parle? Donc, selon l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, il y a vraiment cette notion importante de difficulté normale de la vie. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que cette santé mentale, elle est à considérer sur un continuum allant de la bonne santé mentale d'un côté à la maladie de l'autre. Et évidemment, c'est important de préciser que la position d'une personne sur ce continuum va varier tout au long de la vie. Hein. Une personne peut être à un moment donné peut avoir un trouble de santé mentale à un moment donné et que ça se résorbe et qu'il retrouve une bonne santé mentale et inversement. Du coup, les troubles psychiques, de quoi on parle? Les troubles psychiques, ça comprend les maladies dites mentales, mais ça comprend également les symptômes de maladies mentales lorsqu'ils ne sont pas assez sévères pour poser un diagnostic. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Hein. Et ça comprend enfin les états de crise associés. Donc, état de crise, les crises d'angoisse, les crises suicidaires, etc. Et qui ça concerne, ces troubles psychiques, bah, quand même, 1 Européen sur 4 âgé de 16 à 85 ans, donc ce qui est quand même assez important comme chiffre.
Le trouble psychique, maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une pathologie pouvant être diagnostiquée qui affecte le raisonnement, l'état émotionnel et le comportement d'une personne, qui dure dans le temps et altère les capacités de la personne à travailler ou à effectuer d'autres activités de la vie quotidienne et d'établir des relations personnelles satisfaisantes. Donc, en gros, en fait, là, si vous faites le lien avec la définition précédente, c'est vraiment tout à fait l'inverse, hein, finalement. Là, on est vraiment sur l'aspect pathologique, quelque chose qui dure dans le temps et qui nous empêche de réaliser nos activités quotidiennes et donc de faire face aux activités normales, aux difficultés normales de la vie. Quelques chiffres que je voulais vous présenter, que je trouve assez intéressant à avoir en tête. Donc déjà, on a différents types de troubles psychiques. On a les troubles anxieux, les troubles dépressifs et bipolaires, les troubles psychotiques comme la schizophrénie, les troubles liés à l'utilisation de substances. Les troubles anxieux, ça concerne 14% de la population. Et bon, ça bon, on va le voir au fur et à mesure, mais en effet, les femmes sont souvent beaucoup plus concernées de manière globale par rapport aux troubles psychiques. Donc là, les femmes présentent 2 fois plus de troubles anxieux que les hommes. Les troubles dépressifs, eux, ils concernent 7,8% de la population. On va avoir 1,2% de la population qui est atteinte de troubles psychotiques comme la schizophrénie. Et les troubles liés à l'utilisation de substances, c'est 4,6% de la population, dont 3,4% de dépendance à l'alcool. Donc ça, c'est la dépendance à l'alcool, c'est entre autres pour des raisons sociétales. Hein. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que notamment en France, c'est quand même assez valorisé, mis en évidence de boire de l'alcool. Et quelque chose qui est un petit peu, qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une personne peut cumuler plusieurs troubles. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Un trouble n'arrive jamais vraiment seul. Donc là, ce qui va probablement beaucoup vous intéresser, c'est la question de quand et comment agir. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 moments pour agir. Il y a la phase que vous connaissez probablement tous, hein, c'est la phase de prévention, ou prévention dite primaire, c'est-à-dire qu'on va agir à un moment donné où les personnes sont en bonne santé, ou au tout début du développement de troubles de santé mentale. Ensuite, on va avoir l'intervention précoce, et alors c'est à ce moment-là que l'intervention de secours en santé mentale va être pertinente de mobiliser. Et ensuite, on va avoir la phase de soins, donc qui ne vous concernera pas et qui concerne donc les professionnels de santé habilités à prendre en charge les personnes malades pour les accompagner jusqu'au rétablissement. Quand on visualise ces 3 étapes, on a la prévention primaire, mais qu'est-ce qu'on met dans cette prévention primaire? Alors, juste un petit mot avant, donc les personnes les plus à risque. C'est bien d'avoir quand même une idée un petit peu des personnes qui sont probablement beaucoup plus susceptibles de développer un trouble psychique. Donc, ce qui va jouer, c'est notamment le sexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes sont plus touchées que les hommes. Et ça, c'est suivant les troubles. Par exemple, le trouble bipolaire, c'est les hommes vont déclarer des troubles bipolaires plus tôt. Ça doit être la seule différence d'ailleurs qui se fait au détriment des hommes. Mais ça ne veut pas dire les troubles bipolaires touchent autant les femmes que les hommes. C'est juste que le début des troubles arrive plus tôt chez les hommes. Ensuite, on va avoir l'âge. Donc, effectivement, un élément à avoir en tête et qui est hyper important, c'est que les jeunes, en fait, 70% des troubles se déclarent avant l'âge de 30 ans. Et se déclarent donc, ça commence à l'âge de 15-16 ans et jusqu'à le début de l'âge adulte. Et en fait, pourquoi c'est important d'avoir ça en tête, c'est que plus tôt c'est diagnostiqué, plus tôt vous décelez dans votre entourage une personne jeune qui semble commencer à pas être bien, à avoir des signes,
plus tôt vous pouvez l'accompagner et en fait, vous augmentez considérablement les chances que cette personne puisse être prise en charge et qu'il y ait un rétablissement, en fait. Et c'est pour ça que c'est très important de l'avoir en tête. Mais faut pas oublier aussi nos aînés. C'est vrai qu'on a tendance à pas forcément y penser, mais les personnes âgées sont aussi particulièrement touchées par les troubles psychiques. Ensuite, évidemment, on a les antécédents familiaux. Alors, si dans votre entourage, vous avez des amis, des collègues, et que vous connaissez un petit peu leur vie, voilà, qui vous racontent, et que vous savez que, par exemple, votre amie, sa mère, elle est atteinte de dépression, ou que le frère s'est suicidé, ou que un membre de la famille est atteint de troubles schizophréniques, et ben ça, c'est des éléments qui doivent vous alerter. Surtout si la personne en question, vous commencez à déceler qu'elle se sent de moins en moins bien. Parce qu'on augmente considérablement nos chances de développer un trouble quand dans notre entourage très proche, on a des personnes qui ont eu ce type de trouble, en fait. Et ça marche pour le suicide. C'est-à-dire que si on a un frère, par exemple, ou une sœur qui se suicide, nous-mêmes, on augmente nos chances, la probabilité qu'on puisse se suicider. Donc les antécédents familiaux, hyper importants à avoir en tête, à sonder, à questionner éventuellement, ou si vous avez déjà les informations, voilà, faut être vigilant à ça. Donc les conditions socio-économiques précaires, ça, c'est une information qui est assez connue. C'est sûr que bon, quand on a une condition, quand on a un travail précaire, on verra après lesquels, ça n'aide pas. On a aussi les situations de stress chronique ou traumatisme. Donc, tout ce qui est stress post-traumatique et situation de stress chronique, notamment, par exemple, qui peut amener à un burn-out, typiquement. On a la consommation de drogue. Donc là, si je reviens sur la question des jeunes, quand un jeune déclare un trouble psychique, vous avez une chance sur deux qu'il consomme une substance. C'est toutes les personnes atteintes de troubles psychiques, sur l'ensemble des personnes atteintes de troubles psychiques, 50% consomment ou ont consommé des substances, notamment du cannabis. Donc ça, vraiment, hyper vigilance là-dessus. Si vous avez dans votre entourage des jeunes qui consomment du cannabis, vraiment, le cannabis, c'est vraiment une catastrophe, hein, notamment pour le développement de troubles schizophréniques. Ensuite, les travailleurs de profession à haut risque, donc pompiers, police, professionnels de santé. Et enfin, et surtout, et ça c'est hyper important de l'avoir en tête, les personnes isolées. L'isolement est réellement un facteur aggravant et favorisant le développement de troubles psychiques. Donc, on revient sur la prévention primaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises en amont pour favoriser le bien-être et donc éviter au maximum le développement de troubles psychiques, en tout cas liés de près ou de loin à l'entreprise? On va avoir les facteurs organisationnels. Donc là, on a notamment le contenu du travail, qui va comprendre la confrontation à la souffrance, donc comme on vient de le voir, hein, les métiers à haut risque, pompiers, police, professionnels de santé. On a tout ce qui est conflit de valeurs et éthique. Donc une activité professionnelle qui vous amène au quotidien à être en inadéquation avec votre éthique et vos valeurs peut générer de la souffrance. Le sentiment d'inutilité ou la perte de sens, pareil, hein, ne pas avoir de sens à ne pas pouvoir donner du sens à notre travail, ça c'est vraiment un élément qui augmente les chances de développer une souffrance qui peut ensuite aboutir au développement d'un trouble psychique. Alors je précise évidemment qu'individuellement, chacun de ces facteurs, normalement, n'a pas pour effet de conduire au développement d'un trouble psychique, hein. C'est toujours une multiplicité de facteurs qui arrivent à peu près au même moment et qui vont faire que la personne va être en grande souffrance. On a l'organisation du travail avec la charge de travail excessive ou inadaptée, la pression temporelle et les objectifs inatteignables, l'ambiguïté ou le conflit de rôle, donc notamment les injonctions paradoxales. C'est-à-dire, imaginons une personne qui est supervisée par deux chefs, et il y en a un qui lui demande de faire A, l'autre qui lui demande de faire B.
ça, c'est un facteur de souffrance. Ensuite, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Les personnes ont un besoin relatif et minimal de contrôler ce qu'ils font, de pouvoir avoir un certain contrôle sur leur activité. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et ensuite, les horaires décalés et atypiques. Donc, il y a un nombre incalculable d'études qui ont montré que, par exemple, les travailleurs de nuit, travailler la nuit, comment dirais-je, a un impact sur la santé physique, mais pas que. Ensuite, on a l'environnement physique de travail. Alors ça, c'est peut-être moins connu, et pourtant, ça a vraiment toute son importance. Donc, il y a les conditions de travail telles que le bruit, la température ambiante, l'éclairage, la verdure et les espaces privés. Donc, ça, il faut l'avoir. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais avoir des espaces privés, c'est-à-dire, par exemple, la taille d'un bureau a son importance dans le sentiment de bien-être d'une personne. Si vous mettez dans une pièce de 10 mètres carrés 4 personnes, ça va pas du tout être la même chose que si vous mettez dans une pièce de 10 mètres carrés une seule personne. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais c'est très important. Et notamment que, en plus, le fait d'avoir son bureau à soi, ou en tout cas partagé avec seulement une autre personne, permet, donc c'est ce qu'on appelle la privacy, donc c'est le fait d'avoir un espace privé. Et ça, c'est un élément qui favorise le bien-être quand il est présent. La verdure aussi favorise grandement le bien-être, la sensation de bien-être. Ensuite, on a le matériel défaillant, inadapté ou inexistant. C'est sûr que quand on doit faire une activité et qu'on n'a pas le matériel adéquat, c'est juste quelque chose d'insupportable et qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui met beaucoup sur les nerfs. On a la distance excessive ou les déplacements fréquents aussi qui peuvent être un facteur de mal-être. Ensuite, on a l'incertitude et le changement. Donc ça, c'est manque de clarté sur ce qu'on doit faire, réorganisation fréquente et mal accompagnée, insécurité de l'emploi et mobilité imposée. Et enfin, les relations professionnelles. Donc dès lors qu'on est dans des situations de conflit, qu'on a un manque de reconnaissance, qu'on a un management pathogène, un climat social dégradé, qu'on est isolé ou qu'il y a des situations de harcèlement ou de discrimination, tous ces éléments font que ça va maximiser le développement de souffrances et potentiellement de troubles psychiques. Les relations professionnelles sont vraiment un facteur qui peut aussi bien être extrêmement protecteur quand il y a du soutien social, que tout va bien, que le climat est là, que tout est positif, mais aussi bien être un facteur qui va maximiser la souffrance quand c'est pas quand il n'y a pas de soutien, etc. Donc, on a parlé des facteurs organisationnels. Bon, c'est bien parce que c'est, entre guillemets, les seuls facteurs sur lesquels vous pouvez agir. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi les facteurs personnels. Et souvent, la souffrance ou le développement de troubles psychiques peut venir à la fois de facteurs personnels et de facteurs organisationnels qui arrivent au même moment. Dans les facteurs personnels, on va avoir donc les facteurs individuels et biologiques, donc la prédisposition génétique, les troubles psychiques antérieurs, les troubles somatiques chroniques, la personnalité à tendance perfectionniste, anxieuse ou introvertie, et le fait d'avoir une faible estime de soi et un manque de confiance. Donc tous ces éléments sont des éléments qui vont aussi favoriser le développement de souffrance. Alors, à préciser, lorsqu'on parle de troubles somatiques chroniques, en fait, par exemple, l'hyperthyroïdie peut provoquer des palpitations, des tremblements, de l'irritabilité, des insomnies, c'est-à-dire autant de signes et de symptômes de certains troubles psychiques comme les crises d'angoisse ou principalement les crises d'angoisse finalement. Donc en fait, il y a des maladies. Il faut avoir en tête qu'il y a certaines maladies et aussi certains traitements de maladies qui peuvent avoir un impact considérable sur l'humeur, sur les palpitations du cœur, etc. Et ça, c'est des symptômes, très clairement, de certains troubles psychiques. Ensuite, on a les facteurs individuels liés à donc facteurs économiques et matériels. Donc, on en avait parlé tout à l'heure, mais la précarité financière, le surendettement, les conditions de logement précaires ou insalubres et l'accès limité aux soins médicaux et psychologiques.
forcément, entre guillemets, quand vous êtes face à, quand vous avez dans votre entourage des collègues et que vous savez qu'ils sont dans des situations très compliquées, qui sont en plein divorce, ou qu'ils ont perdu un proche, ou qu'ils ont de gros soucis financiers, ça aussi, c'est des éléments qui doivent vous alerter au même titre que les antécédents familiaux de troubles psychiques, et au même titre que si vous avez des informations sur leur isolement. Si vous avez un collègue qui est complètement isolé, qui n'a pas d'entourage proche ou d'amis à l'extérieur de son travail, ça, c'est quelque chose qui doit vous alerter. C'est vraiment important. Donc, les facteurs sociaux et relationnels, donc comme je viens de vous le dire, hein, donc il y a l'isolement, les conflits, donc les personnes qui sont en permanence en conflit avec tout le monde. Il y a les deuils, donc séparation, divorce, les violences, donc les personnes par exemple qui peuvent être qui peuvent être violentées par leurs compagnons, voilà. Les difficultés relationnelles et le soutien social. Donc ça rejoint les personnes qui sont timides là qu'on avait vu juste avant. La timidité peut être un frein au développement de relations sociales et donc un facteur favorisant de l'isolement et donc peut favoriser le développement de troubles psychiques. Et enfin, les événements de vie. Donc, les maladies, les décès, les déménagements, perte d'emploi et accidents, et cumul ou répétition d'événements stressants. Donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que sur la prévention primaire, vous avez, il y a des choses à mettre en place en entreprise, mais quand bien même, vous metteriez tout en place, il faut pas oublier qu'il y a quand même aussi des événements de vie, de la vie personnelle et privée des individus qui ont leur importance aussi dans le développement de troubles psychiques. Mais c'est sûr qu'en tout cas, si déjà l'entreprise contribue en mettant en place tous les éléments qu'on a vus juste avant, contribue au bien-être, et ben ça sera du coup, l'entreprise deviendra un facteur protecteur par rapport aux difficultés personnelles que l'individu peut rencontrer. Et donc là, ça peut être intéressant et ça peut permettre de maximiser les chances que la personne réussisse à faire face parce qu'elle retrouve un certain nombre de ressources dans son organisation. Alors, je vous ai spoilé. Est-ce que vous pourriez retourner sur le WooClap ? J'ai des petites questions chiffres à vous poser. On va voir un petit peu quels sont vos niveaux de connaissances sur différents thèmes. Donc, pour le WooClap, vous avez peut-être quitté. Alors, je vais vous remettre la slide avec le QR code. Donc, éventuellement rescanner le QR code ou retourner sur wooclap.com et mettez le code de l'événement. Et on se retrouve sur WooClap avec la première question. Donc là, ce que je voudrais savoir, c'est selon vous, les troubles psychiques sont la première cause de handicap dans les pays développés, la deuxième cause de handicap dans les pays développés, la cinquième cause de handicap dans les pays développés ou la neuvième cause de handicap dans les pays développés. Alors, selon vous. Faut pas hésiter à participer, hein. Franchement, ça vous coûte rien et puis c'est ludique. Pour l'instant, on se bat entre la première cause et la deuxième. Pour répondre à Evelyne sur le taux concernant les personnes anxieuses,
C'est une étude qui n'est pas récente de 2025. Donc, il est très probable que les chiffres aient augmenté depuis. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête sur les troubles anxieux, c'est que comme je l'avais dit au tout début, c'est passager. Enfin, les troubles anxieux peuvent être passagers. Donc, il est possible aussi que, au moment de l'étude, certaines personnes qui n'étaient pas atteintes de troubles anxieux aient été atteintes plus tard ou plus tôt. Donc pour l'instant, on est sur la première cause de handicap. La bonne réponse, c'était la deuxième cause. Donc les troubles psychiques sont la deuxième principale cause de handicap dans les pays développés. Alors, prochaine question. Selon vous, chaque année en France, il y a 3600 personnes qui se suicident, 7000 qui se suicident, 20 000 qui se suicident ou 9000 ? Ah là, c'est plus disparate. Donc là, on a une majorité qui pense à 9000 du coup. Eh ben, la bonne réponse, c'était 9000. Il y a 9000 personnes qui se suicident en France chaque année. Et alors, du coup, pour avoir un indicateur en tête, 3600 personnes, c'est le nombre de morts sur la route par an. Vous voyez ? Donc, c'est quand même assez alertant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quasiment 3 fois plus de personnes qui se suicident chaque année en France que de personnes qui meurent sur la route d'un accident. Prochaine question. Une personne sur 10 a vécu un épisode dépressif sur les 12 derniers mois, s'est suicidée au cours des deux dernières années, est atteinte d'un trouble bipolaire en 2024, aura au moins une crise d'angoisse au cours de sa vie. La bonne réponse, c'est la première. Une personne sur 10 a vécu un épisode dépressif sur les 12 derniers mois. Donc, vous voyez, ça concerne quand même un certain nombre de personnes. Alors, prochaine question. 27% des Européens se déclarent épanouis dans son travail, ont eu au moins une fois des idées noires au cours des 12 derniers mois, ont souffert de troubles psychiques sur les 12 derniers mois, considèrent qu'un soutien psychologique est indispensable de nos jours.
Bon, là, vous êtes moins d'accord tous ensemble. C'est plus disparate là les réponses. Bon, la réponse donc c'est la troisième. Donc quasiment une personne sur 3 a souffert de troubles psychiques sur les 12 derniers mois. Vous voyez, tout ça, c'est des chiffres qui ont pour objectif d'alerter et d'être. Et ça veut aussi dire quand même qu'une personne sur 3, que n'importe qui connaît de près ou de loin une personne qui a vécu un trouble psy ou qui en vivra un, sachant que dans les troubles psy, donc il y a les troubles anxieux et ça comprend notamment les crises d'angoisse, etc. C'est pas, quand on dit trouble psy, faut pas penser tout de suite à la bipolarité ou la schizophrénie. Et ça comprend aussi la dépression. Prochaine question. Parmi ces propositions, laquelle est exacte ? Alors, selon vous ? « 32% des personnes atteintes de troubles psychiques ont reçu de l'aide de professionnels. 32% des personnes atteintes de troubles psychiques n'ont pas reçu d'aide de professionnels. 50% des personnes atteintes de troubles psychiques n'ont pas reçu d'aide de professionnels. 70% des personnes atteintes de troubles psychiques ont reçu de l'aide de professionnels. Selon vous ? Eh bien, la bonne réponse, c'est donc la première. En fait, il y a seulement 32% des personnes atteintes de troubles psychiques qui ont reçu de l'aide de professionnels. Ça veut dire quand même que sur l'ensemble des personnes atteintes de troubles, il y en a 60%, il y en a quasiment 70% qui ne reçoivent pas d'aide. Et c'est dramatique parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, plus le diagnostic est posé tôt, plus les chances de retourner à une vie normale et à une bonne santé augmentent en fait. Et c'est vraiment hyper triste parce que bon, pour l'instant c'est un sujet qui est mal connu et donc qui est assez difficile encore à enfin quand on est face à des personnes qui sont en souffrance, on va pas forcément savoir ce qu'il faut faire. Et on va pas forcément savoir comment les accompagner et c'est tout l'intérêt de ce type de webinaire et du prochain atelier là sur les premiers secours en santé mentale, c'est que ça me permettra et ça permet d'augmenter le nombre de personnes qui seront capables d'accompagner les personnes en souffrance vers les soins et donc vers une guérison en fait. Et donc, je crois que ça doit être la dernière question. Donc, selon vous, quel est le pourcentage de violence au sein de la société qui est dû aux troubles psychiques ? Alors là, on hésite entre 25, 40% et 10%.
Alors, vous voyez, moi, je trouve que cette question, elle est vraiment très intéressante parce que, en fait, il y a une idée préconçue qui consiste à dire que, enfin, qui consiste à penser. Et ça, c'est certainement lié aussi aux représentations que les gens ont des troubles psychiques. Donc, il y a une représentation qui consiste à penser que les troubles psychiques génèrent de la violence vis-à-vis d'autrui. Et en fait, c'est faux. Donc, la bonne réponse, c'est 10%. Voyez, parce qu'en réalité, les troubles psychiques, la plupart des troubles psychiques sont pas dangereux pour autrui, mais sont dangereux pour la personne qui en est atteinte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, donc quand on est atteint d'un trouble psychique, notamment la schizophrénie et la bipolarité, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, les gens sont dans un tel mal-être que en fait, c'est à eux-mêmes qu'ils vont se faire du mal et c'est des personnes, quand on a un trouble psychique comme ça, on augmente considérablement les chances de suicide. Voilà. Mais en fait, la violence envers autrui, c'est des troubles psychiques très particuliers, il y en a très peu, et c'est vraiment assez rare en fait. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de mettre cette question-là. Donc, je vous laisse revenir à la présentation, et on va pouvoir terminer tranquillement. Donc là, je vous remets les chiffres. Donc, comme on l'a vu, c'est la deuxième principale cause de handicap dans les pays développés. 32% des personnes atteintes de troubles psychiques ont reçu de l'aide de professionnels. Une personne sur 10 a vécu un épisode dépressif sur les 12 derniers mois. 27% des Européens ont souffert de troubles psychiques sur les 12 derniers mois. La souffrance psychique en lien avec le travail est 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc ça, je vous avais pas mis de question là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et enfin, 10% de la violence au sein de la société est due aux troubles psychiques. Et donc là, on peut avoir, vous allez pouvoir partager vos retours d'expérience, éventuellement, si parmi vous, certaines personnes ont fait face à un collègue, un ami, un membre de la famille qui a commencé à présenter des signes de mal-être, de troubles. Et comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes senti par rapport à ça. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez pour nous partager votre expérience. En attendant, pendant que vous partagez votre expérience, je voulais juste préciser que le sujet de la santé mentale est un sujet qui est de plus en plus embarqué au niveau des branches professionnelles. Les partenaires sociaux sont de plus en plus nombreux à souhaiter développer justement la prévention de la santé mentale au sein des entreprises. Et donc, il y a de nombreuses discussions sur le plan national, justement, pour pouvoir œuvrer sur ces sujets. Donc, c'est vraiment un sujet qui est embarqué par l'ensemble des strates, je dirais, de la sphère professionnelle. Ça va donc du collaborateur au décideur, mais également aux partenaires sociaux, donc qui négocient les accords, etc. Donc, je trouve ça très intéressant, justement, de pouvoir aborder ce sujet avec vous, décideurs et référents prévention. Je vois que sinon, on a des questions. Auxquelles on peut peut-être prendre le temps de répondre si jamais pour le moment les personnes n'ont pas encore fini de rédiger leur petit retour d'expérience. Alors, comment pouvons-nous gérer une personne qui est dans le déni des signes de mal-être? Alors ça sera principalement présenté donc lors de l'atelier animé par Audrey, donc une collègue psychologue, sur la santé mentale, sur les premiers secours en santé mentale, avec la méthode aérée qu'elle va vous présenter. Donc moi, je vais vous la présenter là dans les grandes lignes, mais ça sera beaucoup plus développé lors de l'atelier. Donc, en gros, la méthode aérée, donc A-E-R-E-R, vous avez A pour approcher la personne, évaluer et assister. Donc, en gros, quand vous décelez chez une personne qu'elle est pas bien, il faut commencer à essayer de
de se rapprocher d'elle, de créer du lien, commencer une discussion lambda sur n'importe quel sujet basique et au fil de la discussion, essayer de l'amener progressivement à verbaliser ce qui la met en souffrance, etc. Vous pouvez aussi lui dire que vous vous inquiétez, que vous avez remarqué que depuis quelque temps, la personne semble moins bien, plus stressée, etc. Voilà. Bon, après, c'est pas une formule magique miracle, c'est-à-dire que effectivement, dans un cas de déni, la première phase, donc approcher, peut être mobilisée plusieurs fois avant que la personne finisse par accepter de se libérer, accepter de discuter avec vous sur ces sujets qui peuvent la faire souffrir, etc. Donc, faut se dire que quand on est face à des personnes qui sont dans le déni, ça prend du temps. Faut pas être, faut persévérer dans l'approche, mais c'est sûr que faut pas espérer que la personne sorte du déni tout de suite, quoi. Donc après, ça dépend. Tout dépend aussi de votre degré de proximité avec cette personne. Si vous êtes très proche de cette personne, vous pouvez plus facilement vous permettre certaines questions, etc., que si vous êtes moins proche de la personne. Donc, c'est un peu du cas par cas, hein, finalement. Mais c'est sûr que, par exemple, un trouble psychique qui met beaucoup dans le déni les personnes, c'est le trouble de consommation d'alcool. Il y a beaucoup de personnes qui consomment, qui ont des troubles de la consommation de l'alcool, qui sont profondément dans le déni de cette consommation et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une consommation qui n'est pas adaptée. Et pour la question sur les espaces de coworking, c'est pas un facteur de trouble. En fait, les espaces de travail, faut qu'ils soient adaptés aux besoins de chacun, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'opportunité aux personnes. Dans les espaces de coworking, il me semble qu'il y a à la fois des open space et il y a aussi des bureaux privés dans lesquels on peut s'isoler. Et en fait, c'est ça l'important, c'est de donner la possibilité aux personnes de pouvoir s'isoler dans un endroit privé. Et donc, si jamais la personne sort progressivement du déni, là, vous allez entamer les autres phases. Donc, écoute active et sans jugement, la questionner, l'amener à verbaliser, la réconforter et l'informer. La réconforter, c'est-à-dire, comme vous le ressentez, c'est du feeling après, mais par exemple, quelque chose qui peut fonctionner, c'est si vous avez connaissance dans votre entourage de quelqu'un qui aurait vécu une situation similaire à la personne et qui aurait été pris en charge et qui irait beaucoup mieux aujourd'hui, vous pouvez lui donner cet exemple, lui dire t'inquiète pas, moi je connais une personne qui a vécu la même chose que toi, enfin en tout cas une situation similaire, et elle a été accompagnée par des professionnels ou voilà, elle a fait ci, ça, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, pour donner de l'espoir en fait à la personne. Et ensuite, donc, encourager à aller vers un professionnel. Donc, mais ça, c'est vraiment l'étape quand la personne, elle est ouverte et que vous sentez qu'elle est prête à aller consulter un médecin ou un psychologue, etc. Et en dernière étape, si jamais la personne a validé toutes ces étapes, toutes ces phases, là, il peut être pertinent de lui donner des ressources pour l'aider à enclencher le processus, de lui donner des ressources, des numéros, etc., etc. Des noms d'associations, voilà. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas forcément des retours de partage d'expérience sur le sujet. Peut-être que les participants n'ont pas encore eu d'expérience sur ce sujet. En tout cas, voilà, il n'y a pas eu de partage sur le chat. Donc là, pour la dernière phase, comme je vous l'avais dit, donc renseigner. Donc là, vous avez différents noms d'associations ou numéros, appels d'urgence, etc., que vous pouvez avoir. Enfin, vous notez
sur un post-it ou autre. Et quand vous êtes face à une personne qui est pas bien, vous pouvez lui donner ce type de ressources. Alors, on a une question. À quoi est tenu un employeur en termes de prévention en santé mentale? Un employeur, il a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés en mettant en place différents... par exemple, là, ce qu'on fait aujourd'hui peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Par contre, depuis peu, il n'a plus l'obligation de résultat. Mais par contre, si il est si l'employeur se retrouve dans une situation où il a un employé qui développe des troubles de santé mentale, il a l'obligation en tout cas de mener une enquête pour, pas une enquête, mais il a l'obligation de mettre en place des actions pour essayer de limiter l'exposition à ce risque. Voilà. En fonction évidemment de la source. C'est-à-dire que si l'employeur a la main sur l'origine, voilà. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est multifactoriel. Hein, donc là, on a un retour d'expérience. Un collaborateur se trouve en détresse suite à des situations conflictuelles avec d'autres collègues et que malgré des alertes, les responsables semblent lui donner tous les torts sans même eux, responsables, se remettre en question. Comment, en tant que RRH, pouvons-nous gérer la situation? Alors, du coup, les alertes, les situations conflictuelles. Est-ce qu'on est dans une situation de harcèlement? Parce que ça, c'est un truc... si c'est une situation de harcèlement, donc déjà, faut avoir une idée en gros, de qu'est-ce qu'un harcèlement, mais si c'est du harcèlement, là, il y a un signalement qui doit être fait par un tiers ou la personne qui est concernée directement. Et l'ARH, à ce moment-là, doit mettre en place une enquête. Donc ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, doit mettre en place une enquête. Donc tout d'abord, l'ARH ou la direction de l'employeur doit séparer les protagonistes. Donc la personne potentiellement harcelée et la personne potentiellement harcelante. Ensuite, mener l'enquête pour savoir, pour essayer de délibérer est-ce qu'il y a effectivement une situation de harcèlement ou pas. Et ensuite, mettre en place les actions comme un licenciement ou une mutation dans un autre service, etc. Voilà. Donc, en fait, ça dépend. Parce que situation conflictuelle avec d'autres collègues, souvent, c'est... Donc, c'est pas une situation de harcèlement. En détresse suite à des... Et en fait, dans tous les cas, je pense que en tant que RRH, ce qui peut être pertinent de faire, c'est de mener une enquête. Donc, comment dirais-je, peut-être mobiliser une médiation en fonction de la situation, mobiliser une médiation par un tiers, une personne neutre. Par exemple, les psychologues du travail sont habilités à faire ce genre de choses, mais les RH peuvent aussi le faire. Et une médiation, soit entre si vous décelez qu'en réalité, donc c'est des collègues, mais qu'en réalité c'est un collègue qui est en conflit avec la personne en question, et qu'après il y a eu un effet de groupe, faire une médiation entre les deux personnes principalement concernées par la situation, par exemple. La médiation est un outil. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que en tant qu'RRH, faut essayer de mener une enquête pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe en fait, quelle est la genèse du conflit et comment l'enrayer. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que ce soit les personnes elles-mêmes qui trouvent des solutions à la problématique. Ça favorise l'engagement des personnes et ça favorise la mise en action par la suite. Est-ce que la médecine du travail peut aider les salariés et les employeurs dans les souffrances au travail? Quelles sont les actions engagées par la médecine du travail?
La médecine du travail peut faire de la prévention aussi. Après, j'ai pas connaissance de toutes les actions que la médecine du travail peut mettre en place. Mais je sais qu'ils peuvent faire de la prévention et je sais que la médecine du travail peut aussi mener des enquêtes pour comprendre le problème et puis essayer de le résoudre. Alors, je vois qu'il est 10h02. Alors, je vous propose de répondre peut-être une dernière. Comment pouvons-nous nous former ou former les équipes et où les managers? Ce sera peut-être l'objet de l'atelier. Ça sera l'objet du prochain atelier, je pense. Quand Audrey va vous développer vraiment la méthode aérée et elle va vous donner des tuyaux pour savoir comment faire. Et par contre, pour comment vous pouvez vous former et former les équipes, ça c'est de la sensibilisation sur les facteurs de risque, c'est de la sensibilisation sur la santé mentale, c'est de la sensibilisation sur les facteurs de risque aussi bien organisationnels que personnels en fait. Donc, je viens de vous mettre une petite slide de présentation justement de ce futur atelier d'échange, donc qui va aborder donc la formation premier secours en santé mentale. Donc comme dit Juliette, qui sera animée par Audrey, donc qui est formatrice spécialisée dans le domaine de la santé, de la sécurité au travail et formatrice premier secours en santé mentale. Les objectifs, donc comme je le disais tout à l'heure, c'était de présenter la formation PSSM, de parler des atouts qu'apportera cette formation pour l'entreprise et d'expliquer comment est-ce que celle-ci peut s'inscrire dans un plan de prévention plus global. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail, je vous ai remis l'adresse mail donc prevaesio-entreprise@aesio.fr pour les entreprises qui souhaitent s'y inscrire. Je précise quand même que cet atelier d'échange, pour le coup, est adressé à nos entreprises adhérentes, contrairement à ce webinaire qui est ouvert à l'ensemble des entreprises. Mais si vous souhaitez malgré tout avoir des renseignements sur notre accompagnement prévention ou plus largement sur Aesio Mutuelle et que vous n'êtes pas adhérente à Aesio, n'hésitez pas à envoyer un mail. On pourra tout à fait vous renseigner ou vous rediriger vers les personnes qui pourront répondre à vos questions. Très rapidement, je reviens sur la programmation que vous pourrez retrouver sur l'espace que je viens de vous envoyer, donc qui est notre nouvel espace dédié au webinaire en santé au travail. Vous y retrouverez les replays des événements précédents et la programmation est mise à jour au fur et à mesure de l'avancée de l'année. Donc voilà, vous retrouverez l'accès à l'ensemble de nos rendez-vous au format webinaire. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active, pour vos retours et vos différents questionnements. Merci beaucoup Juliette pour cette présentation et pour les informations transmises. Vous aurez accès d'ici quelques minutes sur ce même espace à la présentation, donc je mettrai en libre téléchargement. Et vous avez probablement eu une petite pop-in qui est apparue sur votre écran pour pouvoir vous inscrire à la prochaine matinale, donc qui traitera du sujet sécurité au travail, moyens de prévention. Donc l'idée pour cette matinale, ça va être d'essayer d'aborder les 9 principes généraux de prévention, donc l'INRS comme véritable socle donc d'une démarche sécurité et d'apporter des conseils pour passer de la théorie à la pratique de manière à faire un environnement de travail plus sain, plus serein, mobiliser les équipes et améliorer les conditions de travail de manière efficace. Donc n'hésitez pas à pouvoir vous y inscrire et j'espère vous retrouver nombreux pour ce rendez-vous. Merci à tous et bonne journée. Oui, merci. Au revoir.